est loin un peu, le vent. Voilà. Eh bien, bonjour. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents et présentes à cette occasion exceptionnelle que nous avons de rencontrer ce soir pendant 1 heure et quart, en prenant vos questions. Annie Ernaux, qui nous fait le bonheur d'être ici en Suisse parce qu'elle vient présenter le film que son fils a réalisé et qui est projeté, David Ernaux-Briot, qui est projeté depuis maintenant en Suisse romande et en Suisse alémanique jusqu'à la fin du mois d'avril, Les Années Super 8, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Et comme je pense que vous êtes familier avec l'œuvre de Annie Ernaux, vous savez de quoi parle ce film, puisque ce film reprend en fait toutes les images de Super 8 tournées par Philippe Ernaux pendant une période de temps qui va d'une quinzaine d'années, une dizaine d'années En fait, oui, pas plus que ça. Je veux dire, 10 ans, 11 ans, oui. Et sur ces images qui ont été revues, retrouvées, discutées en famille, Annie Ernaux a écrit un texte qui est vraiment un texte destiné au film, pour le cinéma, qui n'avait pas à destination d'être publié dans un premier temps, mais qui était vraiment un texte fait pour le film. C'est vraiment une œuvre de cinéma faite en collaboration avec son fils. Et donc le film est projeté en présence des deux auteurs ce soir au City Club Puy. Mais comme la séance est déjà complète, alors peut-être que vous avez déjà des billets et que vous allez courir à Puy par la suite, n'ayez pas peur, le film continue d'être programmé dans plein de régions en Suisse romande, en Suisse alémanique, dont il y a toute possibilité de pouvoir rattraper ce film. Film dont on ne parlera pas directement aujourd'hui, puisque David Ernaux-Briot n'est pas là et qu'il serait complètement dommageable d'en parler sans lui, qui a aussi plein de choses à dire sur cette œuvre. Nous avons choisi comme angle de discussion aujourd'hui, et qui est vraiment une discussion, j'espère, la plus ouverte sur vos questions, de partir sur la relation qu'il peut y avoir entre le cinéma et l'écriture de Annie Ernaux. On pense évidemment tout de suite à l'idée d'adaptation, mais peut-être aussi que le cinéma a nourri à différents endroits l'œuvre de Annie Ernaux, sa façon d'écrire, sa façon de penser la littérature et de la vivre. Ça me permet aussi de vous dire évidemment que cette rencontre est organisée avec la Fondation Miralski, qui a le bonheur et la gentillesse de nous accueillir ici, ainsi que la sortie du film qui est soutenue par cette fondation, et également par l'ECAL, l'école cantonale d'art de Lausanne, puisqu'il y a des étudiants en cinéma dans la salle. Donc voilà, chacun pourra poser les questions qu'il veut sur ce rapport entre le cinéma et la littérature. Et peut-être, vous m'avez dit hier, Annie, quand on attendait, je parlais du fait que la voix dans votre film, le film que vous avez réalisé avec votre fils, est très importante, c'est la vôtre qui lisait le commentaire. On se demandait qu'est-ce qu'il aurait pu en être si c'était la voix d'une actrice qui avait pris votre rôle, et je m'étais dit qu'elle aurait sans doute été fausse parce qu'elle aurait essayé d'interpréter. Et quand nous discutions de cela, vous me disiez, j'ai des fois plus de difficultés avec le théâtre qu'avec le cinéma. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ? Oui, parce qu'au théâtre, il s'agit pour l'actrice de reprendre exactement les mots, les phrases, sans les changer. C'est toujours ce qui s'est passé pour les mises en voix de mes textes, ou simplement même la représentation. Et tandis qu'au cinéma, à chaque fois, ça n'est jamais. Mes textes sont sans dialogue. Ils sont pratiquement sans dialogue. Donc, il faut inventer. Et dans les films, naturellement, c'est autre chose que je vais entendre. Ça ne va pas être tout à fait mon texte. Il y a une recréation très forte au cinéma. Et je dirais que plus la recréation est importante, et plus je pense qu'on touche ce que j'ai voulu faire. Je prends un exemple, un des derniers exemples, qui est l'événement d'Audrey Diwan. Elle a pris vraiment à bras le corps ce texte très bref, et elle a inventé des dialogues, elle a fait vraiment un travail, mais en conservant ce qui était l'essentiel. Et l'essentiel, eh bien, elle l'a fort bien, elle l'a senti, elle l'a exsudé du livre. C'est en fait c'est l'attente, c'est le temps, c'est l'attente d'une part, l'attente d'une solution, donc le désarroi d'être d'un seul coup dans une situation jamais imaginée auparavant. Et il y aura quelque chose qui est très très important au cinéma, je crois que c'est quand même l'essentiel, qui est le langage du corps. Et le corps de l'actrice, le corps
de celle qui va me représenter, puisque c'est un texte autobiographique, dans le film, eh bien, ce corps est l'expression même de toutes les sensations, les sentiments qui existent dans le texte. Et c'est évidemment, c'était un travail extraordinaire qui méritait bien effectivement la Palme d'Or. Lion d'Or. Le Lion d'Or. À Venise. Non, c'est pas la Palme d'Or, c'est le Lion d'Or à Venise. C'est oui. mieux un lion qu'une palme. Ça rugit alors qu'une palme, ça prend le vent en plein face. C'est beaucoup mieux un lion. Non, c'est le Lion d'Or, effectivement. Oui. Mais je suis d'accord avec vous, mais en même temps, on pourrait se dire, vous parlez du corps à juste titre, mais le corps, c'est quelque chose qui est au contraire extrêmement présent au théâtre. Il y a une présence du corps. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, et pourtant, quand j'ai vu des représentations au théâtre, c'est quand même la voix pour moi. Mm-hmm. La voix et la diction, plus que le corps, bien qu'il compte bien sûr énormément. Je pense l'occupation qui est au théâtre par Romane Boringer. Elle fait une interprétation qui est absolument extraordinaire parce que justement, elle a une énergie dans le corps. Elle aurait pu très très bien, donc dans ce récit de l'extrême jalousie, elle aurait pu montrer quelque chose de triste, d'accablé. Or, c'est tout le contraire. C'est en réalité la force d'un tel sentiment qu'elle montre, et c'est exactement ce qu'au fond je souhaitais, et pas du tout la victime. Elle n'est pas du tout, je veux dire, et c'est effectivement avec son corps. Oui. Après, il y a quelque chose qui peut-être peut aussi expliquer le fait que vous ayez une inclinaison plus grande pour le cinéma que pour le théâtre. J'ai l'impression que le cinéma travaille beaucoup la notion de nostalgie ou du passé, du temps. Nostalgie, ce n'est pas le bon terme, on devrait peut-être dire saudade, ou une sorte de souvenir du passé qui est un peu affecté, alors que le théâtre est très dans le présent. Non, ce qui est vrai, c'est que le cinéma montre davantage le temps, d'une manière générale. C'est effectivement une dimension importante de mon travail d'écriture. Et au cinéma, on ne peut pas en faire l'économie. C'est assez clair, oui, oui. Un travail de réorganisation du temps même. Oui. Comment est-ce qu'on le réorganise ? Oui, de réorganisation du temps, soit que ce soit la répétition, comme dans Passion simple, la répétition toujours des rencontres et qui doivent suggérer un épuisement au fond. C'est-à-dire qu'on n'avance pas. Parce que la passion est trop grande. La passion, de toute façon, n'a pas d'autre finalité que de s'exercer. Donc, on voit des scènes de sexe, pendant, il y en a, je crois qu'il y en a 6 ou 7, et à chaque fois, en fait, ça n'est pas, c'est ce sentiment de répétition et pas d'autre chose. Donc le temps est effectivement une donnée. Et je pense par exemple une scène qu'a rajoutée Danielle Arbide, qui est la réalisatrice de Passion simple. Elle a rajouté une scène qui n'est pas dans le livre et qui, moi j'ai trouvé vraiment, excellente. C'est-à-dire qu'elle imagine que je ne sais plus comment elle s'appelle, Anne, je ne sais pas si c'est Anne, il me semble que oui, dans le film, va à Moscou. Elle va à Moscou pour voir en fait, je ne me souviens plus quel nom elle donne, russe. À son amant, oui. Voilà. Ouais, et puis, on la voit, elle s'assoit sur un banc, il y a la neige, et en fait, elle ne va pas chercher à le voir. Et il y a dans cette scène, il y a quelque chose de très, 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 très fort, parce que ça va correspondre dans le texte à ce qu'elle ne va pas montrer. Dans le texte, A revient, il revient, et voilà, donc il y a toute une dernière partie. Là, elle ne le montre pas. Elle ne montre pas. Et je dis, dans le texte, je dis que
c'est comme si ce retour n'avait pas eu lieu. Et voilà. Elle va transposer ça. Elle va faire que l'héroïne aille à Moscou et ne veuille pas le voir. Et ça, j'ai eu l'impression qu'elle avait vraiment transposé quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est tout un travail, hein, le cinéma, bien sûr. Il y a quelque chose qui est de l'ordre. Souvent, quand on parle d'une scène de cinéma, qu'on est en train de la monter, on dit on essaie de l'épuiser, on épuise la situation, on essaie de la retourner, de la refilmer. Il y a ça aussi dans votre façon d'écrire, d'essayer d'épuiser une situation, de la revoir sur différents angles, de la revivre. Je pense, oui, peut-être. Mais est-ce qu'on pourrait dire que vous travaillez presque comme une monteuse? On repasse des fois dans des textes sur lesquels on se dit on revient à ce moment de sa vie, ou elle repart de quelque chose dont elle nous a déjà parlé, en fait, dans un autre livre, mais on le revoit d'une autre façon. Oui, mais ça, c'est un peu l'écriture même de beaucoup d'écrivains et d'écrivaines, de revenir sur je parlerai de Claude Simon, par exemple, mais d'autres. Et moi, je reviens, effectivement, ça m'arrive. Alors, je ne sais pas, vous voyez un rapport avec le cinéma C'est par exemple dans votre façon d'écrire, quand je parle de montage, c'est que vous finissez souvent, on pourrait dire qu'il y a des coupes claires, c'est-à-dire que vous arrêtez une scène sur un point de suspension et on se rend compte 4-5 livres plus tard que de ce petit endroit où il y aurait un hors-champ, c'est-à-dire quelque chose qui n'aurait pas été complètement dit jusqu'au bout, la voilà qui repart dans le trou de ce qui avait été laissé dans un livre d'avant et qui commence à épuiser une autre situation. Une autre situation, oui, mais parce que, en fait, le vécu, le vécu est complètement inépuisable. On ne peut jamais, je veux dire, c'était une sorte de rêve avant, ou du moins de penser que c'était possible, c'est-à-dire l'autobiographie définitive, voilà, qu'on fait à un moment de sa vie et c'est fait. Alors que tout ce qui est justement autobiographique, tout ce qui est la vie, c'est complètement, je veux dire, inépuisable. Tout d'abord parce que le regard qu'on pose sur des événements, il ne va pas cesser de changer, absolument, et de changer continuellement. Par exemple, je pourrais dire que La femme gelée, c'est un livre que j'ai écrit donc, à la fin des années 70, qui est sorti en 1981. Et je pense que dans le film-là, il y a un autre regard sur le couple aussi, qui n'est pas dans La femme gelée. Et si par hasard, je devais reprendre cette période de ma vie, il est certain que je ne l'écrirais pas comme je l'ai écrite il y a 40 ans. C'est toujours... on peut considérer ce qui vous arrive en fait comme quelque chose qui va pouvoir être tordu dans tous les sens, enfin épuisé. Il ne va jamais être épuisé, comme vous le dire, malgré les tentatives d'épuisement, d'épuisement des choses. Mais ça peut revenir effectivement des années après. Dans Les années Super 8, comme vous le dites, on voit beaucoup de corps. On voit ces corps qui ont été captés à un moment donné, les mouvements de votre famille. Il y a quelque chose qui manque, c'est le son. Le son n'est pas présent. Est-ce que vous gardez un souvenir des voix des gens que l'on voit à l'image? Est-ce que vous avez en tête le souvenir de leur voix? Alors, j'ai en tête le souvenir des voix, sauf que si je les entendais réellement, je serais surprise. Parce que c'est une expérience que j'ai déjà faite. D'avoir des voix. J'ai eu dans les années 90, j'ai eu un répondeur, exactement en 1990, mon premier répondeur qui était à cassette. C'est-à-dire que ça enregistrait sur un Philips à cassette et qui enregistrait. Et j'ai gardé certaines de ces cassettes avec les appels. Et c'est tout à fait... j'ai beau avoir dans la tête me souvenir de voix, en réalité, quand je les entends... alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand je les entends, elles viennent
elles viennent du passé, c'est outre-tombe, ça. Hein. Même c'est des gens qui ne sont pas simplement qui sont perdus de vue, mais la voix est quelque chose qui c'est la personne, c'est une personne et pas une autre. C'est exactement le présent, mais un présent donc qui revient. Un présent qui était passé, qui revient dans le véritable présent, et c'est quelque chose que je trouve assez effrayant en fait. Dans le livre Mémoire de fille, je suis tentée à plusieurs reprises de téléphoner à cet homme pour entendre sa voix. Pour entendre la voix jamais entendue depuis 1958. Et donc, c'est à différents moments, mais c'est pas seulement au moment où j'ai écrit le livre, ça m'est déjà arrivé avant. Et j'analyse cette frayeur que je peux avoir, car j'ai l'impression que non seulement ça serait comme le passé qui me submergerait, mais aussi c'est que moi, je vais peut-être basculer en arrière, c'est-à-dire ressusciter en arrière et devenir cette fille de 18 ans, et réellement, c'est-à-dire de me trouver en face de cet homme, et ça a quelque chose de tellement effrayant que je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. La voix a presque un statut magique. Elle vous ferait basculer en arrière, comme vous dites. Oui, c'est ça. Revenir sur vos pas. Or, vous avez dit que vous ne reveniez jamais sur vos pas, que vous ne regrettiez jamais ce qui s'était passé, qu'il fallait avancer. Ah non, je ne regrette jamais ce qui s'est passé. Jamais. Jamais. Ça a eu lieu. Et c'est irréversible. C'est pas, donc le regret pour moi, c'est un sentiment qui est nul, si vous voulez. On ne peut pas regretter puisque on l'a fait. Voilà, c'est-à-dire, ça va plus loin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des raisons à ce moment-là de le faire. On avait des raisons qu'on a oubliées. On avait un désir qu'on a oublié et qui a fait qu'on a fait ce qu'on peut considérer ensuite comme une sottise. C'est dans Mémoire de fille, justement, c'est de montrer pas à pas que quelque chose se produit, et que j'appelle à ce moment-là le consentement. Hein, c'est avant MeToo, mais c'est le mot qui me vient, le consentement. Pourquoi? Et cette fille, je dis, cette fille, elle consent. Cette fille, c'est moi, mais c'est moi à 18 ans. Cette fille, elle consent, et au fond, c'est le mystère du consentement à cette époque-là, bien sûr. Mais comment, parce que j'ai pris le mot, mais c'est évidemment pas le bon mot, j'ai parlé de nostalgie, et votre œuvre n'est pas du tout nostalgique, mais comment est-ce qu'on pourrait parler cette espèce de désir que vous avez de revenir en arrière sans revenir sur vos pas, c'est-à-dire de reparler du passé? Oui, autant. Oui, je pense que c'est une façon de... en fait, mon désir n'est pas... au fond, ce serait de revivre les choses, mais sans leur douleur, au fond, c'est ça. Non, mais je pense que ce que j'aime, au fond, c'est la vie par l'écriture. Ce ne serait pas de revenir vraiment à... je pense il arrive, et de plus en plus, il m'arrive de plus en plus ce qu'on peut appeler des petites épiphanies, c'est-à-dire des petites de révélations, comme si exactement je retrouvais un moment du passé, de retrouver un moment du passé rien qu'en vivant. C'est-à-dire, l'écriture, c'est justement, en écrivant, je ne retrouve jamais, j'écris. En fait, j'écris, c'est une action. Donc, je cherche des mots, je cherche les mots qui correspondent. Mais en fond, voilà, c'est ce que va décrire Proust. C'est ça. D'abord, c'est une expérience de la vie.
C'est d'abord une expérience de la vie. Alors c'est drôle parce que vous avez dit effectivement sans revivre la douleur, repasser à travers le passé sans revivre les douleurs, sans repasser par les mêmes sentiments. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles c'était très juste que ce soit vous qui fassiez la lecture de votre texte, dont les années Super 8, c'est que vous n'essayez pas de jouer le texte, vous le dites, et en fait on entend dans votre intonation toute la subtilité de votre style, mais vous n'essayez pas de jouer, d'être sentimental par rapport aux paroles. Alors que peut-être une actrice ou un acteur aurait voulu apporter du sentiment. Or chez vous, le sentiment, c'est nous qui devons le prendre en charge. Vous nous donnez les clés pour trouver les sentiments en nous, mais vous ne les prenez pas en charge. Non, je ne prends pas en charge, et pas seulement dans le film avec le texte que je dis. Ma voix ne prend pas du tout d'une émotion, rien du tout. Mais c'est pareil dans l'écriture. L'écriture ne prend pas en charge de l'émotion. Et il est certain que certains lecteurs de la place ont été très très étonnés par effectivement cette écriture-là qui était dénuée de signes de l'émotion, mais qui n'était pas dénuée d'émotion. En fait, c'est ça. C'est Barthes qui, en fait, a vraiment exprimé cette différence entre les signes de l'émotion dans l'écriture et l'émotion réelle. C'est pas la même chose. Mais comment vous expliquez alors que chez nous, ça procède d'un tel bouleversement? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, d'après vous, dans cette écriture que vous dites, en fait dénuée de volonté d'aller vers l'émotion, elle suscite chez nous une ferveur? Vous voyez, les gens sont souvent très émus de vous rencontrer, on est toujours très émus de vous entendre. Qu'est-ce qui suscite cette émotion chez nous? Qu'est-ce qui suscite chez nous l'émotion que vous ne semblez pas vouloir produire? Mais pourquoi alors ça marche si fort sur nous? Moi j'ai une idée, mais je vous laisse d'abord. Alors, moi je pense que c'est le choix des mots. C'est-à-dire que justement cette émotion qui a fait, parce que je n'écris pas sans émotion. En fait, à chaque fois, c'est une émotion, c'est l'émotion d'un souvenir. Voilà, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une émotion derrière ou une sensation assez forte pour que j'ai envie d'écrire sur cette chose-là. Mais je m'interdis c'est une forme de disposition. Je m'interdis d'exprimer une quelconque une émotion. Ce sont les mots qui doivent susciter ça. Ou peut-être c'est là où je me permettrais de vous ramener encore une fois dans le champ du cinéma, c'est tout ce que vous ne dites pas, c'est-à-dire c'est tout le hors-champ, c'est tout ce que vous ne racontez pas mais qu'on sent bien passer entre les lignes, c'est-à-dire c'est les mots qui ne sont pas mis, les fins de chapitres qui sont abruptes, qui ouvrent sur autre chose, et peut-être la chose que vous avez admirée chez Daniel Arbide, qui était cette scène de hors-champ, quelque chose qui ne devrait pas exister. Le cinéma n'essaie de travailler que ça, de montrer quelque chose pour dire tout ce qui dans n'existe pas et qu'on ne verra pas. Voilà, c'est ça que j'avais admiré, effectivement, tout à fait dans cette scène-là, bien sûr. Hein. Mais je crois que c'est aussi la force de votre écriture. Je crois que dans vos textes, on lit entre les lignes ce qui n'est pas écrit, mais que vous nous laissez deviner. Alors, je pense que c'est le lecteur, mais ce qui n'y est pas. Le lecteur, il met quelque chose de lui. Ça doit être ça, bien sûr. Mais en fait, c'est ça. Moi, je vois bien quand il y a des phrases dans un livre qui m'arrêtent, parce que je dis, et pourquoi ça m'arrête? C'est parce que dans les mots de cette phrase, tout ça fait écho. Je crois que le terme d'écho est toujours très très fort. Ça veut dire que ça résonne. Que ça résonne d'une manière qui est assez mystérieuse d'ailleurs, hein, qu'il faudrait élucider, mais qu'on ne fait pas dans la lecture, mais simplement on est saisi. Oui. Alors hier, quand vous avez parlé, on vous a posé la question de se dire voilà, quels étaient peut-être les auteurs, autrices de cinéma qui vous avaient accompagné. Vous avez cité des réalisateurs et réalisatrices qui étaient plutôt ce qu'on appelait à l'époque des réalisateurs de la rive gauche, c'est-à-dire Alain Resnais, Agnès Varda, qui étaient des gens plus proches de Rob Griette, Pérec, etc., qui étaient les gens de la Nouvelle Vague, dont vous n'avez pas cité de nom en particulier, des cinéastes dits de la Nouvelle Vague, qui étaient beaucoup plus romanesques, peut-être liés à une tradition littéraire beaucoup plus du 19e, flaubertienne, balzacienne. Oui. Et je me suis demandé si vous aviez été en connexion avec ces gens qui étaient, en fait, dans le fond, proches de la littérature et du cinéma.
Vous parlez Par exemple, Robriet, par exemple. Mais... Oui, bien sûr. Moi, j'ai admiré profondément l'année dernière à Marienbad. Ce sont deux films des années, c'est 1962, et ce sont deux films dont je me souviens très bien, qu'ils ont suscité en moi un enthousiasme, mais je veux dire, peut-être disproportionné, j'en sais rien, mais à l'époque, parce que je pensais à ce que j'allais écrire, ce que je voulais écrire, et que, notamment Cléo de 5 à 7, c'était, il faut réfléchir à ce qu'était ce film. Je pense que beaucoup n'ont, en réalité, la durée de la déambulation de Cléo, c'est 1h30. La durée du film, c'est exactement la durée de ce promenade et des visites qu'elle fait, des rencontres qu'elle fait dans Paris. Donc il y a déjà un parti pris formel extrêmement important. Et enfin, il y a beaucoup d'autres détails. On ne connaît rien de son histoire. Voilà, on est très très loin du roman balzacien, du roman classique. Hein. Et moi, je vois ça comme une possibilité d'écriture, de faire. Je pense avoir, j'ai plus du tout tous mes essais de cette époque-là, mais de concevoir un roman qui se passerait effectivement aussi en 1h30. Voilà. Et l'année dernière, alors ça, par contre, l'année dernière à Marienbad, c'était la mémoire. Pour moi, c'était quelque chose, effectivement, non, voilà, Delphine Seyrig, non, je ne me souviens pas. Voilà. Et puis voilà, bon, c'était une époque où le cinéma était en lien aussi, donc avec une sorte de révolution aussi de la littérature, le nouveau roman. Et des gens ont fait comme ça des allers-retours. Je pense à Georges Perec, même si c'est une œuvre cinématographique qui est relativement restreinte, mais peut-être Marguerite Duras, qui elle est passée des deux côtés. Oui. Est-ce que cette tentation, elle vous est venue ou jamais? Pourquoi? Non, parce que j'ai toujours ressenti le cinéma comme un travail de groupe. On n'est pas seul. C'est difficile. Ou alors il faut avoir vraiment une sorte une personnalité dominatrice. Je pense ici à Marguerite Duras. Hein, voilà, donc c'était pour elle, c'est une possibilité. Mais je pense même les femmes. Et puis on ne travaille pas seul. Et moi, je tiens beaucoup, j'ai beaucoup de mal. Donc le film, on dit vous allez faire un film avec votre fils. Ben non, je l'ai pas fait avec mon fils. J'ai juste écrit. J'ai eu des images super vite. Je les ai remises dans l'ordre. Je les ai regardées seule. J'ai écrit seule. Et puis j'ai dit seule le texte. D'ailleurs, quand j'ai essayé de le dire en salle de travail, enfin, je ne sais plus comment. Mixage, en salle d'enregistrement, de post-synchronisation, oui. C'était mauvais. C'était mauvais. Voilà. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui n'arrive pas du tout à travailler avec quelqu'un. Alors, je sais que c'est mal vu, ça. Bien sûr, c'est l'individualisme poussé à son extrême. Simplement, c'est comme ça que je peux fonctionner. Alors, c'est amusant que vous disiez ça. Si vous me permettez une remarque personnelle, quand j'ai vu le film, moi je connais votre œuvre pour l'avoir lu, comme la plupart des gens qui sont dans cette salle, je pense, ce soir, mais le sentiment que j'ai eu à la fin de la projection, je me suis dit, cette femme n'était pas seule. Et je me suis dit, je connais votre histoire familiale, personnelle, à travers ce que vous avez bien voulu nous en raconter. Et encore une fois, j'ai toujours pris vos œuvres pour des œuvres de fiction, donc je me dis c'est la licence fictionnelle de l'auteur. Mais d'un seul coup, je me disais, autour d'elle, des gens la regardaient, des enfants, un mari. Il y avait des gens autour. Cette femme n'était pas seule. Et d'une certaine façon, c'est pas que ça m'a rassuré, mais j'ai encore eu plus envie d'aller retrouver en fait la voix que j'avais entendue solitaire, si solitaire, de votre écriture. Ah oui, c'est rarement, je veux dire, quand on écrit un texte à la première personne, et même si on met du monde autour, ça reste le privilège de la voix qui écrit.
hein. La voix de l'auteur ou de l'autrice, c'est quand même ce qui reste. Donc vous avez un sentiment, peut-être, oui, de solitude. Non, effectivement, je n'étais pas seule, hein. Alors avant de casser le privilège de pouvoir partager ma voix avec la vôtre et de l'ouvrir au public pour le laisser poser quelques questions, juste sur cette histoire de la voix, il y a quelque chose d'autre qui est très proche du cinéma dans votre écriture, qui est le rapport que vous avez à l'expression, à laisser parler en une demi-phrase une personne, de donner du discours direct. Ce matin, quand on quittait la projection à Puy, une journaliste vous a dit « à tout bientôt ». Et puis vous avez rigolé en disant c'est une jolie expression, à tout bientôt. C'est une expression très suisse. Oui. Et je me suis dit peut-être qu'on le retrouvera un jour pour définir quelqu'un. Quand on lit, effectivement, souvent, c'est ça qui est très surprenant quand vous parlez de la voix. Moi, j'entends la voix des personnages quand vous écrivez, Oui. parce que souvent, quand vous parlez de vos parents, votre mère ou votre père, et quand on voit Les Années Super 8, on voit votre mère, j'avais l'impression de savoir comment cette femme parlait, parce que très souvent, Oui. vous ouvrez les guillemets, vous dites une expression, Oui. vous fermez les guillemets. Cette espèce d'attention presque sociologique, ethnographique, à reprendre exactement une phrase telle qu'elle est. Mais parce que le langage qu'on utilise, il est connoté socialement, hein. Il est connoté, donc, comment on pourrait dire, voilà, du dialecte ou de la langue, voilà, qui est. Mais je suis effectivement. Alors, pourquoi suis-je attentive aux expressions, aux paroles? Ça, Plus que ça, vous les enregistrez, vous avez une mémoire oui, incroyable, oui. vous enregistrez tout de manière... Oui, j'enregistre les tonalités, oui, c'est plus peut-être encore que ce que je vois, plus que les visions. J'ouvre la discussion à vous, à toutes et tous aussi, pour que nous ne soyons pas dans une discussion privée, mais comme vous avez la gentillesse d'être là, est-ce que quelqu'un a envie de poser une question, quelle qu'elle soit? Si elle sort complètement du champ qu'on a abordé jusqu'à maintenant, évidemment, c'est la bienvenue aussi, hein. Il n'y a pas une direction unique à cette discussion. Monsieur, attendez, je crois qu'un micro vient vers... Attendez une seconde, je crois qu'un micro vient vers vous, parce qu'il faut que la salle vous entende à l'arrière, voilà. Oui. Ça arrive. Non, c'est une lampe, ça c'est pas un micro. Voilà. Ça ressemble, mais c'est une lampe. Ouais. Dans la notion de hors-champ et de tout ce qui ne se dit pas dans le texte, tout d'un coup m'est venue l'idée de la métaphore du négatif du film et le lien entre le négatif de la photo et du film par rapport à tout ce qui n'est pas écrit. Et je trouvais que ça avait quelque chose d'assez fort dans une représentation de ce qui est sans être, en quelque sorte. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait de la photographie? Non, pas vraiment. Non. Donc, la question, c'est... Est-ce que vous avez fait de la photographie? Non, vraiment un peu, mais pas vraiment. Vous dites que la photographie, ce qui vous ennuyait, quand je ne sais plus où vous le dites, hein, mais vous racontez qu'il y avait l'idée qu'il fallait interrompre quelque chose, qu'on était dans la vie, qu'il fallait interrompre un bonheur pour faire une photo, pour se rappeler dans le futur d'un bonheur qu'on n'était pas en train de vivre parce qu'on prenait une photo. Oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Non, en fait, comme vous dites, je ne prends pas... lorsque je voyage, il est vraiment très très rare que je prenne des photos. J'ai besoin de m'imprégner. Et la photo ne me rend pas ce que j'ai éprouvé du tout. Et simplement, si je prends une photo maintenant, c'est plus pour par acquis de conscience, en quelque sorte, de dire voilà, je n'ai pas laissé fuir tout cela, alors que je sais que la mémoire est une forme une trieuse, fabuleuse, et qu'elle va me rendre des choses beaucoup plus importantes finalement. Et lorsque je suis une grande amoureuse de Venise, j'y suis allée une 18 ou 19 fois, et il est rare que j'ai pris des photos. En revanche, je suis allée quelquefois avec des hommes qui, eux, prenaient des photos, et j'ai ces photos. La question, c'est que je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas la sensation, je ne retrouve pas... ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas moi qui ai pris la photo, c'est que ça n'est jamais aussi fort que dans mon souvenir. C'est ça. Alors, on me rétorquera que j'utilise beaucoup de photos dans mes textes, mais ce sont
presque toujours, ce sont des photos de personnes, et ce sont des photos qui étaient rares, c'est-à-dire que ce sont des photos soit de mes parents, soit des photos même de moi, d'une époque, d'époque sur laquelle j'écris, quoi. Mais je n'ai pas un amour. Alors, en revanche, je suis très heureuse que les photos existent, bien sûr. C'est de conserver la trace et d'imaginer. C'est une chose. En fait, dans les années, il m'a paru très, très important d'évoquer à chaque fois l'apparition dans le XXe siècle de la conservation de la voix avec le magnétophone. Et ensuite, justement, la conservation de l'image, enfin de l'image en mouvement avec la caméra. Ensuite, j'évoquerai aussi toute cette conservation avec la découverte d'Internet et de ces moyens de conserver tout le passé, toutes les traces possibles, l'afflux total. Et là, c'est une autre question. C'est-à-dire, c'est effectivement dans cette masse-là d'images, etc., que devient en fait le passé. C'est une autre question, ça. Mais quand vous êtes arrivé ici, on a eu une réaction qui était... Vous aviez eu une réaction d'écrivaine, moi j'ai eu une réaction de cinéaste. J'ai dit, vous avez vu la lumière? Et vous m'avez dit, oh, c'est air, le grand air. Vous m'avez dit, oh, le grand air. J'ai dit, évidemment, ça se raconte en écrivant, ça ne se racontera pas en se montrant. Et j'ai dit, oh, enfin de l'air. On venait de Lausanne, c'était une vraie réaction d'écrivaine et pas de cinéaste. Oui, oui. Ça ne se conservera pas sur Internet. Il faudra l'écrire pour que ça existe, votre sentiment de l'air quand vous avez voilà. triché. Non, c'est effectivement, ça s'écrit. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Attendez, on va vous passer le micro. Merci pour votre présence. Moi, j'ai une question concernant la fiction et la réalité. Vu que votre œuvre est très basée sur votre vie et sur une autobiographie, je me demande quel est votre avis par rapport à ce mélange entre la fiction, la réalité. Et juste avant, vous avez dit une phrase comme c'est d'abord une expérience de la vie. Et voilà, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Alors, il y a un parti pris que j'ai, qui est de partir, c'est de ne pas inventer, des circonstances, c'est de partir, un parti pris de vérité. C'est un parti pris de vérité. Mais à partir de là, il y a toutes les possibilités de fiction. Alors, mais il faut entendre fiction, non pas invention de choses, mais invention d'une forme. C'est l'invention, pour moi, la fiction, c'est l'invention d'une forme. Et c'est ce qui m'occupe le plus. C'est ça, parce qu'il ne s'agit pas de dire, je vais... que ce soit l'autobiographie classique, je suis née à tel endroit, mais déjà, ça, c'est une forme qui existe, on utilise une forme existante, et alors que pour moi, l'invention de la forme participe d'un regard et d'une sensation nouvelle. C'est pour cela que ça prend autant de temps. Pour vraiment, dans tous les livres, je pourrais les prendre les uns après les autres, c'est ça qui me prend le plus de temps et c'est ça qui va gouverner, qui va faire que le livre existe. Par exemple, il y a La honte, qui est un texte assez bref, il y a au fond ce sentiment de honte que je fais remonter au geste de mon père qui veut tuer ma mère un dimanche. Bon, c'est un acte totalement exceptionnel et totalement isolé, qui ne sera jamais reconduit, mais il y a cette peur.
Il y a cette peur qui va m'envahir tout le temps jusqu'à ce qu'elle s'efface, que ça recommence. Et puis, il y a la honte de ce geste qui nous met à distance, enfin, qui nous met plutôt au même niveau que les hommes qui viennent au café et qui battent leurs femmes ou que la menacent, voilà, quand ils sont ivres. Mon père, lui, ne boit pas. Donc, comment organiser ça? Et il y a, je bloque totalement après le récit très bref, sans le récit très bref de ce dimanche-là. Et ensuite, eh bien, je vais effectivement essayer d'organiser comment surgit, comment se manifeste la honte. Et il y aura en fait deux grandes parties, c'est-à-dire de montrer le monde dans lequel je suis et l'autre monde, celui qui est le monde de la règle, le monde bien, et qui est le monde de l'école privée. Mais qui est le monde de l'école privée. Et à partir de là, bien, ça s'organise. C'est relativement assez simple, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Ça a l'air de rien, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Pour les années, ce sera très 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 long parce que ce que je souhaite faire, c'est de montrer comment, au fond, une vie de femme au XXe siècle, donc correspondant à la mienne, a été impactée par tous les changements du monde autour. Et mon premier réflexe, ce sera d'écrire, de commencer avec une première personne, je, et puis de me dire que non, ça ne correspond pas à ce que je veux, ça ne correspond pas à ce que je ressens. Et donc, ça va être inversé et de partir du monde qui existe déjà. C'est-à-dire de considérer une existence de femme comme la mienne comme étant, d'abord, aurait pu ne pas être, et qu'une vie est, au fond, un accident, une vie arrive, et elle s'inscrit dans un monde déjà là. Et c'est ce monde déjà là qui m'importait. C'est d'écrire ce monde déjà là, puisque dans ce monde déjà là, c'est lui qui va former. Qu'est-ce que c'est le monde déjà là? C'est l'histoire, avec ses événements, c'est le milieu social, c'est la famille, c'est les parents. Et c'est ainsi, donc, ce sont des récits. Ce sont souvent des récits. Vous apprenez, quand vous êtes enfant, vous apprenez le monde à travers les récits que font, pas forcément tout suivi, etc., mais à travers ta grand-mère, elle faisait ci, voilà, toutes ces choses-là. Et bien entendu, il ne s'agit pas il faut, je les organise cette fois donc en récit, et c'est tout ce qui est inversé, c'est-à-dire que ce n'est plus moi, une femme dans le monde, mais c'est le monde en moi, et autant que moi dans le monde. Pour continuer sur cette idée du réel, parce qu'en fait, la recherche de cette forme, c'est aussi d'échapper à une forme de témoignage, de ne pas être dans le témoignage. Ah, je ne suis pas dans le témoignage, justement, bien sûr. Oui, la forme, c'est aussi d'échapper à cette espèce oui. d'idée que le réel pourrait être raconté comme ça, mais non, il faut lui trouver une nouvelle utilisation. C'est-à-dire que j'ai la pensée qu'un livre, c'est en fait, c'est d'abord, c'est ça, c'est un accord entre quelque chose qui est de l'ordre du vivant, je veux dire, de tout ce qu'il y a de fort dans la vie, que ce soit l'amour, soit la mort, etc. Et puis quelque chose qui englobe et qui est en réalité, voilà, cette forme. Est-ce que c'est aussi une sorte de garantie d'être dans la pudeur? Je dis ça parce que les étudiants de l'ECAL travaillent sur la pudeur en ce moment. Est-ce que la forme, justement, c'est une façon de ne jamais tomber dans de l'impudeur, mais de pouvoir toujours contenir une forme de pudeur? Alors, je ne sais pas trop ce que vous entendez par pudeur, impudeur. Pour moi, il n'existe qu'une chose, c'est la réalité. Donc, mais elle peut être terrorisante pour les autres, ou elle peut décider d'être communiquée aux autres sans les acculer à une vérité qu'ils ne pourraient pas comprendre.
vous parlez dans vos livres souvent de choses qui sont difficilement transmissibles si on les a pas vécues soi-même. Et souvent, on vous voit enragé parce que vous vous dites, il ne faudrait pas qu'on croie que ce que je suis en train d'écrire décrit exactement ce qui s'est passé. Mais enfin, je cherche à décrire exactement ce qui s'est passé, oui. mais ne pas faire croire que, en fait, dans le fond, que je rentre justement dans le sentiment, dans l'histoire racontée, dans le témoignage. Il y a cette peur, en fait, dans le fond, qui est une impudeur qui glisse de l'ordre de... Je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'impudeur. C'est pas, peut-être pas. L'impudeur, c'est... en fait, pour moi, l'impudeur, c'est justement l'exhibition des sentiments. C'est ça. Ouais. Une sorte d'exhibition, d'excès, aussi d'excès du sentiment. L'excès du sentiment, je pense. On vous voit souvent très inquiète. Je pense surtout peut-être à la place, que le lecteur, justement, ne se croit pas embrigadé dans quelque chose qui ne serait pas exactement ce que vous voulez raconter, qu'il y a une sorte d'aller-retour au lecteur en disant non, il ne faudrait pas qu'il imagine que c'est ça. Non, mais alors, il y a autre chose dans la place, hein, quand même. Et qui explique l'écriture, c'était de tenir à distance le lecteur par rapport à l'existence de mon père, par rapport à la culture. C'est-à-dire de ne pas reconduire dans l'écriture la domination de la réalité. Bon. Mon père appartenait, comme moi j'ai appartenu, au monde dominé, dominé culturellement, dominé économiquement. Et donc, je pouvais, en écrivant, provoquer la même sensation de la part du lecteur que j'imaginais à l'époque que je me représentais comme étant plus cultivé, disons, voilà. Et c'était ça, c'était de ne pas reconduire cette distance et cette domination. Donc c'était vraiment de tenir à distance le lecteur. C'était ça la pudeur. Alors on peut dire que c'est la pudeur. Moi c'est plutôt c'est politique. Une pudeur de classe. Ah mais oui, non mais ça va plus loin, c'est politique. Mais la pudeur, ça peut être politique. Je vous laisse la responsabilité. Ben oui, parce que vous le dites très bien, c'est de tenir à distance. Oui. Mais en fait, c'était le retournement de ce qui avait eu lieu, hein, puisque lui, moi aussi, de l'enfance, on a été justement tenus vraiment, je veux dire, infériorisés, hein, pour utiliser le terme. Eh bien, là, c'était le retournement du stigmate, hein, pour parler le langage des sociologues. Voilà, c'était ça. Et le retournement du stigmate à l'intérieur d'un texte, d'un récit, c'est ça. Et il s'est produit cette chose, alors moi que je trouve, au fond, c'est que, par exemple, j'avais une vieille tante qui avait exactement l'âge de mon père, qui a vécu très longtemps, elle a vécu jusqu'à 92 ans, et qui, lorsque je suis allée la voir, je ne savais pas qu'elle avait lu le livre déjà, et elle l'avait lu, et me disant cette chose-là, disant écoute, elle me montrait du doigt, écoute, il faut que tu écrives comment c'était là, voilà. Et ce livre, pour elle, c'était vraiment ce que je pouvais faire de mieux, quoi. C'était ça. Et elle avait jamais, elle ouvrait jamais un livre, hein, ça je peux vous le dire. Donc voilà. Et se dire qu'un livre avait pu toucher, être lu par une femme comme elle, et que j'aimais beaucoup par ailleurs, c'était bien. Voilà. C'est bien de nous faire prendre la responsabilité à nous, lecteurs, d'avoir la responsabilité de ce qu'on lit et de comprendre l'endroit où on doit le lire, d'où on doit le lire. Oui, mais je veux dire, ça dépend de l'écrivain. Bien sûr, bien sûr. C'est la place que vous nous faites aussi en écrivant. Oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Une autre question. Oui.
Merci. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Annie Ernaux, sur votre amour de Cléo de 5 à 7 et cette durée que vous aviez envie de retrouver dans la littérature, 1h30 pour parcourir une histoire. Et je me demandais si, au fond, ça n'est pas ce que vous avez réussi, parce que la plupart de vos livres se lisent en 1h30, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, dans le cas du jeune homme, par exemple. Au fond, cette durée relativement ramassée de votre écriture, à quoi est-ce que vous l'attribuez? On vous imagine mal écrire un livre de 800 pages, par exemple. C'est-à-dire que si je pourrais écrire, je peux écrire plus longuement, mais ça me demanderait beaucoup de temps. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire le livre le plus long, c'est les années, mais ça m'a demandé quand même plus de 10 ans. Hein. Donc, vous voyez que ça, c'est pas rentable hein, si j'étais payée. Alors, il y a aussi ce plaisir d'être stimulé. C'est-à-dire, on a l'impression que vous avez envie qu'il y ait souvent des rencontres, des rendez-vous en fait, avec les lecteurs, les lectrices, dans le sens publier un livre et de devoir aller le parler, qu'il y a cette envie tout le temps de rester dans une sorte de mouvement du monde, de publier, d'être présente. Non, c'est en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. J'ai besoin d'écrire, mais surtout de terminer, de terminer un livre. C'est comme une question, bien sûr, que je pose. Au fond, c'est peut-être et vous. Et vous, hein, c'est ça. Ça, j'ai ressenti ça très très fortement avec un livre. Un des plus courts que j'ai, le plus court c'est le jeune homme, mais après c'est Passion simple, 77 pages. Et donc c'était au fond cette question-là. Et voilà, et je me demandais si, au fond, ce que je crois que c'est dans ce livre que je dis, est-ce que j'écris pas pour, au fond, poser la question, enfin que des gens, même plutôt que des gens éprouvent la même chose ou mettent les mêmes mots sans savoir où ils ont lu plus tard, sans savoir, si vous voulez, en fait, de jeter quelque chose dans le monde sans même que ça me soit attribué, vous voyez, que ce soit, voilà, que ce soit donné en quelque sorte, que ça existe, de faire exister quelque chose. C'est ça, c'est un peu ça. Alors, pourquoi j'ai... oui, tout simplement, parce que quand je n'écris pas et que je ne suis pas dans un projet, je m'ennuie beaucoup. Si vous me permettez de revenir sur mes pas, ce que vous ne faites jamais, mais moi je le fais un peu, quand on parlait de classe sociale et d'image de la classe sociale, vous racontez aussi que les premiers films que vous avez vus, ce qu'on appelle le lot premier des films qu'on voit quand on est enfant, montraient souvent des personnages comme Bourvil, comme Fernandel, qui étaient des gens qui représentaient des classes sociales plus basses, qui étaient mal pris. Surtout Bourvil. Surtout Bourvil, qui était mal pris, dont on riait en fait du fait qu'ils n'étaient pas au bon endroit, qu'ils ne comprenaient pas les usages de la société, qu'ils étaient à Paris alors qu'ils étaient provinciaux, etc. Vous aviez conscience petite qu'il y avait à la fois un rire qui était libérateur de la part des gens qui allaient voir ces films-là, mais qu'il y avait aussi peut-être une forme de moquerie des gens qui les produisaient, peut-être. Alors, enfant, non. Non, pas enfant. Enfant, j'appartiens réellement au monde dans lequel je suis. C'est ça. Donc, non, c'est adolescente que je vais avoir à ce moment-là, bien sûr, un regard sur que ça fasse rire mon père, ça me blesse. Ça me blesse, oui. Et vous arrivez à leur expliquer pourquoi? Vous dites que vous essayez des fois d'expliquer, de dire qu'il faudrait changer, faire différemment, et que vous vous rendez compte que en fait, ce n'est pas à votre place, ni votre... vous n'avez pas à faire ça, en fait, d'une certaine façon, dans le monde d'être autre chose. Non, c'est ça. C'est-à-dire que, en réalité, c'était cet effort que j'avais, enfin, ce que je trouvais légitime, en quelque sorte, de reprendre mon père sur des façons de parler ou des goûts, etc. Parce que moi, je recevais une éducation qui, justement, stigmatisait vraiment certaines façons de parler, certains goûts aussi. Et donc, c'était au fond, on cherchait la loi, en quelque sorte, ce qui est bien ou pas bien, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien de faire. Et je pensais que je pouvais le faire. Et c'est évidemment plus tard que je me suis rendu compte de la violence que j'infligeais. La violence que j'infligeais particulièrement à mon père, parce que ma mère, elle était plus
dans l'acceptation de qu'est-ce qui est bien, voilà, de savoir ce qui est bien, alors que mon père était plus fidèle à sa culture paysanne et ouvrière. Et par exemple, aujourd'hui, le cinéma continue de produire Bienvenue chez les Ch'tis, les Tuches, des films qui se moquent. C'est quelque chose qui vous agresse, qui vous agace ou... Non. Le cinéma français fonctionne beaucoup sur cette idée de se dire on se moque des petites gens. Il fonctionne, mais c'est-à-dire que maintenant, je pense, je ne veux pas, comment dire, il ne faut pas d'uniformité non plus dans le monde, si vous voulez. Voilà, on a droit de s'amuser sans qu'il y ait un jugement culturel aussi. C'est ça, parce que tout de suite, c'est quand même politique aussi, ça. Bien sûr. Voilà. Voilà. Oui, madame. Merci beaucoup d'être ici parmi nous. Moi, j'ai une question toute simple. Je voulais savoir comment est née l'envie d'écrire. Est-ce qu'à un certain moment, vous vous êtes dit, voilà, je suis écrivain. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit ou pas du tout? Alors, j'ai pas très bien compris. Là. Alors, la première question, c'était comment est venue l'envie d'écrire? Voilà. Ah, comment est venue l'envie d'écrire? La naissance. Et c'est une histoire, l'écriture. C'est une histoire, c'est-à-dire à un moment, d'abord, je crois qu'il y a ça. Avant l'écriture, il y a la lecture. Il y a la lecture. J'ai été une lectrice très, très fervente, impulsive, qui lisait à tout moment parce que j'étais enfant unique, que je n'avais pas le droit de sortir à partir d'un certain moment. Voilà, j'ai eu aussi la plus grande liberté de lire tout ce que je pouvais lire. Alors, même, je manquais vraiment à un moment, à l'adolescence, j'avais un appétit de livres dont je n'avais que les petits classiques Larousse. Et ben oui, c'est-à-dire, c'est vraiment aussi, même Voltaire, hein, j'avais trouvé des textes de Voltaire qui n'étaient pas du tout ni les contes de Voltaire, mais j'avais l'impression que quelque chose tout pouvait m'arriver par la lecture, tout, c'est-à-dire la connaissance totale de ce qui est essentiel du monde. Et puis, je pensais aussi que, quelque part, j'en ferais mon métier. Ça aussi, j'avais cette pensée-là. Et puis, comment l'idée d'un livre, parce que c'est ça, écrire d'abord un livre. Après, on verra. À 20 ans, on n'imagine pas tous les livres qu'on écrira, on ne fait pas la liste. Hein. Et vous saviez par contre que vous alliez être écrivaine. Vous étiez dit, je le serai. Non, mais quand vous dites par exemple... je vais écrire un livre, ça ne veut pas dire que je vais être écrivaine. Mais vous saviez que vous alliez en écrire un. C'est vrai, mais vous saviez que vous alliez en écrire un, vous étiez sûr. Que j'allais... En écrire un, vous alliez écrire un livre, parce que beaucoup de personnes peuvent se dire... Oui, écrire, oui. Oui, ben oui, je ne vois pas pourquoi non. C'est difficile d'être publié, c'est difficile d'être... Ah, mais il faut commencer, mais oui, sans doute. Mais beaucoup de personnes peuvent se dire, c'est impossible, c'est beaucoup trop loin de moi, de mon milieu, de tout ce que je suis, j'y arriverai jamais. Ah, mais pas du tout, je ne pensais pas ça du tout. Vous avez raison, mais ça ne tombe pas sous le sens, forcément. Non, parce que de toute façon, il y avait des exemples. Vous aviez François Sagan. Ah, mais bien sûr, mais bon... alors... J'aimerais bien être architecte, il y a eu beaucoup d'architectes, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Vous vous êtes dit... Non, mais pas du tout, mais je me disais, mais qu'est-ce que ça coûte d'essayer je veux dire, voilà. Et surtout, j'en avais le besoin. J'avais besoin d'écrire et tout, à partir d'un certain moment, s'est tourné vers, au fond, comment je peux transmettre le réel en écriture. Au fond, c'est ça. C'était ça. Et il y avait des livres, alors je parlais de films, Cléo de 5 à 7, mais j'aurais pu parler de l'éducation sentimentale de Flaubert, donc qui était un texte qui vraiment me parlait. Donc il y avait et je sais que
je sais que parmi les filles qui étaient avec moi à la fac de lettres, je pense que j'étais quand même un peu une exception quand même. Oui. Est-ce que vous avez conscience quand même que votre écriture, ce que vous avez produit, a permis à plein d'autres personnes, d'ailleurs que ce soit des hommes ou des femmes, de faire les films qu'ils ont faits, les livres qu'ils ont écrits, parce que le rapport que vous aviez à l'intime, à cette façon d'essayer de raconter quelque chose de politique, à travers, en même temps, vous le dites, les événements de l'histoire, de toujours imaginer, d'ailleurs c'est drôle, quand vous parlez de votre vie et qu'on vous écoute, vous référez toujours à des événements qui sont passés dans le monde. Vous dites, ah, c'est quand il y a eu ça. Je me souviens très bien, parce que c'est la date où il y a eu ça. C'est-à-dire, vous tissez votre histoire personnelle toujours dans quelque chose qui est plus général. Est-ce que vous avez conscience du fait, sans dire que vous avez fait école, mais que vous avez autorisé beaucoup de personnes à se sentir comme vous, libres de faire quelque chose? Je m'en suis rendu compte, mais je ne l'imaginais pas. Parce qu'on a une... Pourtant, si, l'histoire de la littérature montre justement toujours cette filiation continuelle avec des ruptures. Évidemment, avec des ruptures, il y aura toujours des ruptures, mais il y a toujours quand même, je veux dire, des influences. Hein, ça portait ce nom-là autrefois, et ben, ça reste toujours valable, je pense. Que la littérature est une suite de langage pour dire soi, pour dire le monde. Et je ne sais pas ce qu'il y aura dans 50 ans. J'aimerais être une petite souris, ou plutôt une revenante pour pouvoir le savoir. Mais c'est aussi ça, c'est d'écrire, quelque part on écrit toujours à fond perdu. Mais ce que je veux dire, bien sûr, mais en même temps vous produisez quelque chose qui vous êtes appuyé sur des événements historiques pour raconter votre histoire, vous l'avez entrelacé avec l'histoire de la France, et vous produisez, vos livres ont aussi produit des choses qui sont advenues par la suite dans la culture. Je pense, vous parlez de littérature, mais je pense que beaucoup de cinéastes, que ce soit Céline Sciamma, mais que ce soit aussi Collard, Cyril Collard, des gens ont fait des films parce que vous aviez ouvert une voie qui était de raconter aux jeux, et que peut-être tout ça a mené aussi à une prise de conscience du rapport que les femmes avaient dans le cinéma ou dans la littérature, tout ce qu'on parle aujourd'hui. Non, mais pas seulement moi. Je pense qu'il y a eu des femmes aussi, tout simplement dans le cinéma, et puis aussi... oui, dans la littérature, je suis quand même pas seule. Il y a des femmes comme Camille Laurence, bien sûr. Voilà, Virginie Despentes. C'est après moi, certes, mais voilà, c'est quand même un mouvement. Mais quand vous le dites comme ça, avec beaucoup évidemment de modestie, mais est-ce que ça vous pèserait de vous dire que peut-être qu'on s'appuie peut-être un peu parfois sur vos épaules, ça vous pèserait de savoir que vous avez été vous êtes encore ce fer de lance-là? Alors, non, je pense que c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé. Je n'avais pas imaginé, et qui fait conscience que ce qu'on fait, on croit qu'on le fait toute seule, qu'on le fait tout seul dans son coin, mais en réalité, il faut vraiment, au moment où on écrit, il n'y a qu'une chose qui compte, justement, c'est d'atteindre ce qu'on cherche, la justesse des choses, et que c'est comme ça. Et puis, moi, une fois que j'ai terminé un texte, je ne sais pas du tout ce qu'il est. Je ne sais pas du tout comment il peut être. C'est simplement, je n'ai toujours qu'une sorte de réflexe. Eh bien, voilà... alors c'est très vulgaire, hein, une bonne chose de faite. Voilà. C'est ça, par rapport à quelque chose donc, qui avait besoin, qui attendait d'être fait, et qui en quelque sorte, j'étais mandatée pour le faire, sans que je sache exactement quel est le mandat. Comme dans Kafka, voilà, les portes de la loi qui sont ouvertes, les portes de la loi, elles sont ouvertes que pour lui, mais seulement il n'a rien demandé. Voilà. Alors nous, après cette heure de discussion avec vous, on ne se dira pas une bonne chose de faite, mais on se dira une belle heure de vécu avec vous, une belle chose de faite. Et pour vous remercier de ça, on va vous applaudir chaleureusement, vous remercier de votre générosité.
assise, restez assise. Ouais, je passe assise, là. Alors, merci vraiment du fond du cœur à tous, à toutes. Voilà, et moi, j'ai vraiment le sentiment d'une heure de partage. Hein. Je ne sais pas, c'est quelque chose de chaleureux, voilà. Non, pour vous dire la vérité, c'est que Annie Ernaux nous fait le plaisir de venir. Elle est arrivée hier en prenant le train depuis Paris pour déjà faire le journal télévisé, un interview, une présentation à Genève. Ce matin, on lui a demandé de rencontrer des étudiants, des lycéens à partir de 9h, puis de faire un interview pour un journal, puis de faire un truc pour un blog, puis de voir des gens, puis de venir ce soir. Elle était à Bruxelles le week-end dernier, elle va à Créteil jeudi. C'est pour ça que vraiment, je vous remercie infiniment. J'ai honte d'avoir tiré autant profit de votre présence, mais vous voyez le plaisir que ça nous occasionne. Donc, encore merci beaucoup. Moi, à votre place, j'aurais tout refusé, hein, mais bon, je vous le dis maintenant. Mais sachez-le, je vais bientôt refuser tout. Oui, je sais. Parce que je ne peux pas vivre comme ça. Oui. Ça, c'est certain, hein, je pense. Alors, Annie Ernaux est d'accord de signer quelques ouvrages pendant une trentaine de minutes. Après, je devrais m'échapper avec elle pour partir à Puy. Donc voilà, ce que demandait ici la Fondation, c'est un livre par personne, s'il vous plaît, pas la bibliothèque entière à faire dédicacer. Et puis, je serai obligé à un moment donné, tout le monde ne pourra pas avoir une dédicace sans doute, et on en est déjà absolument désolé. Merci beaucoup à la Fondation Miralski de nous avoir reçus cet après-midi. C'était un honneur et un plaisir de partager avec vous. Bonne suite de journée. Alors, on fait... Pardon.